Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 28 du podcast Langue à Langue. On est déjà rendu à 28. Eh oui. Hein? Un petit projet de pandémie qui continue. Alors, si vous aimez le podcast, je vous invite fortement à nous suivre, à écrire des commentaires, bref, à interagir sur ce qu'on fait. Plus il y a de l'interaction, plus l'algorithme de Facebook et tous les autres multinationales vont nous encourager. Algorithmez-nous, s'il vous plaît. Exact. Donc, mon nom est Michael Laraguibel et avec moi, j'ai toujours Thomas Langlois qui va nous expliquer un peu l'invité de cette semaine. Ben oui, en fait, c'est pas cette semaine, c'est l'autre d'avant. En tout cas, de notre dernier, c'est pas grave, hein. Pour vous, c'est la même semaine. Euh, non, mais en fait, on a reçu Louis-Robert Bouchard, en fait, un artiste des nouveaux médias, artiste multi. On a parlé beaucoup on a performance un peu d'art visuel, beaucoup parce qu'il travaille avec le numérique, mais il travaille aussi avec. En tout cas, vous allez tout voir ça parce qu'en plus, il nous a fait une visite guidée de son studio. C'était pas entendu, c'est très cool. Désolé pour les gens qui sont juste à l'audio. Vous irez voir le. Mm. Mais vous pouvez vous imaginer une espèce comme de musée de machines, de fils puis de Mm. diverses époques, pas époques, mais de diverses années quand même. C'était très riche. Fait que j'oublie-tu de quoi, Mike? Non, et puis il nous a même montré sa nouvelle invention, je l'appelle d'invention, mais il va faire du graffiti numérique, donc il nous montre aussi Oui, comment fonctionne cette nouvelle façon de fonctionner. Donc, super intéressant pour les gens qui s'intéressent à comment modifier l'image. C'est beaucoup ça oui. qui fait, modifier l'image par justement la pollution de VHS, par de ta, 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 ta. Fait que c'est vraiment nouvelle type, je pense, de discipline dans un sens que lui, il est comme quasiment... En tout cas, c'est super actuel, ça c'est sûr, là, ouais. parce qu'il joue vraiment dans les médias actuels. Puis, en tout cas, ratez pas ça. Je pense que ça vaut la peine. Puis ça sort un peu de l'ordinaire. Mm. Ben, tu sais, c'est un artiste de scène, mais en même temps, on est beaucoup dans la conception de la vidéo. En tout cas, allez voir ça. Allez voir ça, suivez-nous, suivez la page Langue à Langue, suivez Louis Robert, Louis Bob. Je l'appelle Louis Robert par d'habitude, mais puis Louis Bob, mais finalement c'est Louis, Louis Robert Bouchard. Oui, Louis-Robert Bouchard, oui. Ouais, Je pense que je vais juste dire bonne écoute, puis je vais couper le bout où je me trompe de nom. on va réussir à faire une intro qui a de la l'allure. Gang, Regarde, lâchez pas. avec tout ce qu'il y a là, c'est fait. Bienvenue au Langue à Langue, le podcast, un podcast où on parle de la scène, où on rencontre des artistes de tout genre et où on jase de stratégie, d'essais d'erreurs, mais surtout d'erreurs quand on peut, parce que c'est quand même drôle. Donc, je suis content d'être là, Thomas Langlois, comme d'habitude. J'ai pas changé de nom et je suis aujourd'hui avec Michael Laraguibel, comme d'habitude. Il a pas changé de nom non plus. Allô Thomas, allô tout le monde, content de vous retrouver pour ce podcast. Alors aujourd'hui on va rencontrer Louis-Robert Bouchard, un artiste multidisciplinaire. Salut Louis-Bob. Salut les gars, donc Langue à Langue, le podcast, c'est parti! C'était parfait, c'était sharp comme ça. Salut Louis-Bob, ça va bien? Ça va très bien, vous autres? Ouais, ça va Ça va super. bien. Yes. C'est le fun de t'avoir. Ça fait un bout là, que j'essaie de t'avoir. Donc, c'est cool parce que tu es quand même un artiste avec une démarche assez spéciale, que j'ai eu la chance de travailler aussi. Donc, je serais curieux pour les gens là, qui ne te connaissent pas dans le podcast, tu pourrais peut-être nous parler un petit peu, en gros, là, tu sais, t'es qui, c'est quoi ta démarche, ton parcours un peu, puis on va broder là-dessus si ça te va. Ben oui, ça me va. Donc moi, c'est ça, artiste multidisciplinaire, je fais de la musique, de l'art audio, de la vidéo, je fais de la sculpture, bref, je mélange tout ça là, je fais de l'art numérique, je fais je fais de la conception vidéo aussi pour le théâtre. Je commence à faire des petites conceptions sonores aussi. J'ai commencé à faire de l'éclairage. J'ai aussi une compagnie dont je suis directeur général, directeur de prod. Fait que je fais de la production aussi, là, plus gestion de budget, gestion d'horaire, gestion de projet. Mais plus artistiquement parlant, ben, ça fait plusieurs années. Là. Écoute, j'ai commencé avec la musique quand j'étais ado. J'ai eu des bandes en masse. Ensuite, au cégep, j'ai commencé à faire de la vidéo. Vidéo plus expérimentale.
c'est ça, là, j'ai essayé de faire des petits films au début, là, mais j'ai vite viré sur l'abstrait expérimental, là. Je trouvais ça plus fun, plus intéressant de jouer avec la texture là, que de jouer avec l'histoire. Sinon, c'est ça, là, de fil en aiguille. Moi, je viens professionnellement, je viens du milieu de la technique. Justement, là, c'est là que j'ai rencontré Michael pour la première fois il y a plusieurs j'étais technicien en audiovisuel pour cinéma-théâtre à l'Université Laval. Puis c'est ça. Puis là-bas, ce qui était le fun, c'est que j'avais accès à vraiment beaucoup d'équipements. Puis ce qui était le fun puis pas le fun en même temps, c'est qu'il se passait pas grand-chose puis c'était un peu plate. Fait que ça fait que j'avais beaucoup de temps pour gosser avec l'équipement puis apprendre puis brancher des projecteurs puis essayer des affaires. Fait que ça a vraiment été une espèce d'école autodidacte un peu solitaire, mais super pertinente puis super intéressante. Fait que c'est un peu là que j'ai pris les bases là, de tout ce qui est de la technique de projection vidéo, de mapping, de multiprojection, que j'utilise de plus en plus, là, pas de plus en plus, là, que j'utilise dans mes projets autant professionnels comme concepteur que dans mes projets artistiques. Puis j'aime le bout où tu as dit que tu t'intéresses plus à la texture qu'à la trame narrative. Oui, ben présentement, oui. Plus à la démarche aussi, au concept. Les œuvres que j'ai faites récemment, c'était vraiment plus dans le conceptuel que dans le narratif. Quand je travaille du narratif, ben là, je vais chercher d'autres collaborateurs, notamment avec les manipulatons, justement, avec Thomas. C'est que là, moi, j'avais un concept visuel, j'avais un concept de texture, autant sonore que vidéo, qui était les 8 TV, les 8 caméras, puis que j'avais l'idée conceptuelle aussi de réfléchir l'image numérisée à travers ce dispositif-là. Fait que là, pour la partie plus histoire dramaturgique, ben, je suis allé chercher Thomas, qui nous a fait le slam le plus long du monde. Là. Une heure de slam. On peut l'homologuer. C'est ça, mais ces temps-ci, ça fait plusieurs années que je réfléchis à un projet plus scénique, solo, dans lequel j'aimerais développer une dramaturgie puis une histoire, une façon de travailler l'histoire plus intime, mais j'ai jamais réussi à avoir des sous encore, là, fait que à suivre, là, je m'essaye à chaque année. Je pense qu'il y a quand même une dimension de poésie aussi, beaucoup dans ce que tu fais. En tout cas, on en reparlera un peu tantôt, mais je pense que tu laisses soit t'invites des poètes, mais t'en écris aussi, hein, je pense. Non, j'écris pas de poésie parlée, mais je travaille tout le temps en collaboration, souvent en collaboration avec des poètes, avec des auteurs. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup, je trouve que la poésie vient chercher une partie émotive que d'autres formes viennent pas chercher. Puis je trouve qu'elle se marie bien avec le style de musique puis de vidéo que je fais, qui est justement plus imagé, plus métaphorique, plus texturé. Puis la poésie amène une dimension plus éclatée, mettons, qu'un texte de théâtre ou un texte de littérature. Moi, là, par rapport au reste là, des médiums que je travaille dans mes projets multidisciplinaires. Puis quand tu vas chercher justement un collaborateur pour aller chercher de la poésie, tout ça, avec ton idée visuelle, auditive, est-ce que tu lui donnes un peu la trame que tu aimerais ou tu le laisses un peu libre cours, tu lui montres un peu l'extrait puis tu vas-y, écris ce que tu veux? Ben, c'est un peu les deux. Moi, je suis quelqu'un qui laisse beaucoup de latitude avec les collaborateurs avec qui je travaille. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui sait ce qu'il veut nécessairement au début d'un projet. Je suis quelqu'un qui veut que l'autre m'apporte des idées, apporte des choses. Là, je suis vraiment pas. C'est très très rare là que je vais changer quelque chose ou que je vais diriger vraiment clairement là, quelqu'un. Où c'est que je m'en allais avec ça, mais reste que, tu sais, comme le dernier projet que j'ai fait avec un poète, c'était avec Michael Lapointe, de son nom de poète, c'est Corona Paradis, qui écrit des textes là, pour Les Fleurs du Coma, qui est le show en ligne là, que j'ai présenté au mois de décembre. Donc, tu sais, en fait, j'ai donné un truc très large qui est la spiritualité, mais déjà, je l'ai choisi lui parce que sa poésie est pleine de spiritualité. Fait que ça partait déjà... j'ai plus choisi le poète en fonction du style que je voulais
que de diriger un poète vers le style que je veux. Je pense que c'est plus l'inverse qu'il faut faire. Puis il m'a écrit une vingtaine de pages de poèmes, puis là-dessus, je n'ai peut-être gardé 3-4 qui sont rendus aux choses. J'ai gardé mes 3-4 préférés, puis je les ai travaillés parce que tout l'aspect, ça nous amène sur tout l'aspect performatif là, que j'ai pas beaucoup travaillé non plus dans le passé, puis que j'aimerais travailler plus. Donc, c'était la première fois là, que je récitais des poèmes moi-même dans un show. J'ai eu quelques leçons là, avec Frédéric Bradette là, pour m'aider à faire ça. Fait que, ça a quand même paru là, je veux dire, avec Fred, on s'est peut-être vu 6-7 fois pendant 1 heure, là, puis ça a vraiment paru, là, c'était le fun. On pourrait peut-être, je serais curieux de voir déjà, on va mettre des extraits de tes premières explos, puis on va en parler, n'hésite pas à parler un petit peu de ce qu'on voit en fait pour les gens qui nous écoutent, de ce qu'on voit, de comment tu as travaillé ça, de parce que je sais que, en tout cas je vais te laisser en parler un petit peu, mais je sais que sur ton site, tu parlais beaucoup de la démarche de déconstruction médiatique. Ça pourrait être le fun que tu nous expliques un petit peu là, qu'est-ce que c'est tout ça. Par déconstruction médiatique, tu comprends l'exemple de cette affaire-là, qui est pas mal un des premiers. Une des premières expérimentations de vidéo que j'ai faites. C'était ma mère avait un chalet, là, puis j'y allais une fois de temps en temps pour jouer de la guitare puis faire de la vidéo là, tout seul pendant 3 jours en plein hiver. C'est ça. Fait que dans le fond, ce qu'on voit là, c'est des photos des quais au chalet. Comme on peut voir, on ne reconnaît pas les quais du tout. Fait que c'est un peu ça l'idée de la déconstruction, c'est de prendre des images puis de faire autre chose avec. Puis de la reconstruction, ben là, c'est en déconstruisant ces images-là, j'ai reconstruit cette vidéo-là, cette espèce d'effet de 3D là, de défilement là, avec la musique par-dessus là, que j'avais fait, relativement improvisé aussi. Là. Mais là, donc c'est ça, c'est un défilement, puis c'est pas mal des lignes noires qu'on voit qui forment des carrés ou des bouts de triangle, mais je me demandais, là tu dis que c'est un quai, ces lignes-là. C'est des photos de quai, ouais. Fait que c'est le média de départ, là, ouais. mais tu sais, traité, je dirais, avec des effets dessus pour qu'il reste juste les lignes. Ensuite, j'ai fait une superposition de lignes, puis bref, c'est un peu ça l'idée de déconstruction. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est un des premiers que j'ai fait, là. C'est vraiment le début de l'expérimentation plus plastique de la vidéo, qu'on pourrait dire, là, avant de tomber dans le conceptuel là, plus tard. Là, aujourd'hui, je réfléchis plus là, qu'est-ce que je veux imaginer, qu'est-ce que je veux dire. Mais ça, c'était vraiment au début là, de mes expérimentation vidéo plastique. Là, je trouve ça, c'est une belle expression. Puis dans cette expérimentation-là, tu sais, comme là, à ce moment, tu dis, là, je sais un peu les effets que je veux faire. Fait que dans ces débuts-là, mettons que tu prenais la photo, tu essayais des choses, puis tu voyais ce que ça donnait, puis là, tu apprenais les effets, ou? Les effets que je veux faire, je les connais jamais. Là. C'est plus l'idée derrière que je sors plus. Okay. Mais ma façon de créer en vidéo, c'est tout le temps, là, j'ouvre une vidéo, je mets un effet dessus, ou whatever, là, puis je vois où ça donne. C'est sûr qu'aujourd'hui, je sais plus quel effet fait quoi, puis je suis en train de développer une esthétique plus claire, là, mais c'est beaucoup d'essais-erreurs puis d'impro encore, là. C'est beaucoup je trouve que tu dis que tu viens de l'univers de la musique, mais ça a l'air beaucoup du jam, ça a l'air beaucoup de je mets de quoi, puis... Oui, ben, le jam vidéo, c'est de quoi que je fais, là, ce qu'on appelle communément le VJing. Hein? J'en fais pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, point. Là. Ça se passe surtout à Montréal, puis j'ai pas le temps là, de m'impliquer dans un réseau de VJing à Montréal, fait que j'en fais des fois à Québec, là, par-ci par-là. Puis c'est tout justement l'aspect improvisation vidéo que je trouve super le fun là-dedans. Il y a à l'époque, là, avec Thomas aussi, que j'avais organisé les soirées d'impro multi, justement un peu pour explorer ça, l'improvisation vidéo en même temps que l'improvisation poétique, en même temps que l'improvisation théâtrale, en même temps que l'art visuel, en même temps que l'éclairage. Là, bref, on avait fait toute une espèce là, d'impro multidisciplinaire comme ça. Puis c'est toute l'idée aussi d'être capable de jammer avec la vidéo, ce qui est peu commun quand même, là. Ce qui est une forme d'art qui mériterait d'être plus connue et être plus développée. Je me rappelle une fois, je me rappelle pas c'est qui m'avait dit ça, mais il m'a dit
Oui, je me rappelle c'est qui, mais je dirais pas c'est qui. Je fais les nuits psychédéliques à chaque année, tu sais, avant qu'il n'y en ait plus, là, avant qu'il n'y ait plus rien. Je faisais la conception vidéo, puis la performance vidéo, VJing là, à chaque année pour les nuits psychédéliques. Puis à un moment donné, quelqu'un qui me dit « Ah, mais là, tu l'as déjà fait aux nuits psychédéliques, c'est déjà brûlé ton affaire, on peut pas le présenter ailleurs. » Fait que là, j'ai trouvé ça bizarre comme réflexion. Ça veut dire que je veux dire, un même band peut jouer Ah oui. 1000 fois, là. Je veux dire, pourquoi un artiste vidéo pourrait pas jouer 1000 fois? En tout cas. Fait qu'il y a encore une espèce de tabou, pas un tabou, là, mais il y a encore une espèce de manquement là, sur l'improvisation vidéo qui serait vraiment développée. Là, puis, écoute, super intéressant, justement. Puis, tu sais, l'autre problématique avec ça, ben, c'est les budgets, là, parce qu'avoir un artiste vidéo qui suit un band, mettons, mais le band, il va avoir un soundman puis un éclairagiste bien avant l'artiste vidéo. Fait que, très rares sont les bands qui ont des artistes vidéo. Là. Souvent, c'est l'éclairagiste. Sûrement qu'il y en a des bons, là, mais c'est sûr que quelqu'un qui est vraiment spécialisé vidéo fera pas la même chose là, qu'un éclairagiste qui fait aussi de la vidéo en même temps. Puis toi, je serais curieux parce que c'est ça, tu sais, encore une fois, pour les gens, tu sais, dans le fond, tout ce que tu fais, c'est vraiment de l'impro. Tu arrives avec l'équipement vidéo, puis pendant un show, par exemple, ou comme l'impro multi, un show avec plusieurs artistes de différentes disciplines sur scène, toi, t'improvises de la vidéo. Donc, comment tu fais ça par le média existant? Ça dépend. Je travaille beaucoup avec des caméras live. Ben, j'ai trois, quatre, en tout cas, je vais les énumérer, on verra combien il y en a à la fin. Les types de médias que j'utilise pour du VJing, il y a les caméras live. Il y a, avec les caméras live, ils peuvent être soit haute définition, soit standard définition. Les standards définition, eux, je peux toutes les traiter avec des effets analogues. Des mixeurs analogues, des lecteurs VHS, c'est des mixeurs aussi qui sont un peu âgés là, puis qui font ce qu'on appelle du glitch, là, qu'on peut les faire travailler là, un peu tout croche, fait que ça fait des effets que le monde aime. Mais moi, ça fait des effets que j'aime aussi. Puis les caméras HD, ben, eux autres, on peut les travailler avec des effets numériques, qui sont des effets traités directement dans les ordinateurs. Sinon, ça arrive souvent que je fais des perfs juste avec des caméras live. Sinon, l'autre médium que j'utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle la vidéo générative. Ça, c'est un logiciel qui génère de la vidéo en direct. Fait que ça, c'est de l'improvisation pure et dure, on pourrait dire. Là. C'est que j'ai créé mon propre logiciel pour faire ça. Puis là, je peux changer des paramètres. Je peux assigner les bases à un paramètre. Je peux assigner plein d'affaires à plein d'affaires. Puis c'est avec ça là, que je peux improviser. Puis ça, on sait jamais où ça nous mène. Là. Puis, je connais mes paramètres, mais ça reste... C'est un peu comme... on pourrait comparer ça beaucoup avec les synthétiseurs modulaires en musique, là, qui permettent justement... C'est jamais la même chose parce que tu es tout le temps en train de patcher des affaires à des endroits différents. Là, fait qu'il y a pas de super intéressant là-dedans. Sinon, ça m'arrive de faire des lots de médias YouTube. Exemple, une année au Nuit Psychédélique, il y avait une des soirées il y a tout le temps des soirées que c'est plus doom metal, là, sludge, là, psychédélique metal, là. Fait que là, souvent, je prends il y a une année, en tout cas, j'avais fait des loops d'extraits de films d'horreur en noir et blanc des années 30, puis là, je jammais avec ça. Sinon, utiliser des médias filmés que j'ai fait plus qu'année, ça, je le fais pas parce que c'est trop long. C'est ça, là, je préfère le génératif. Mon logiciel génératif a été long à coder, mais une fois qu'il est fait, c'est infini, là, puis tu peux l'ajuster, tu peux l'améliorer, tu peux rajouter du code, puis tout. Mais de développer une démarche plus graphique, ça, je suis pas... il y a mes premiers tests, là, comme un qu'on a regardé tantôt, que je l'ai fait un peu, là. Mais tu sais, cette vidéo-là, je m'en sers encore dans des perfs des fois, là. Je l'ai pas refait ben depuis. OK. Je préfère le génératif, la caméra live, là, puis le traitement avec des effets. Puis à quel point, parce que tu dis que tu performes avec tout ça, à quel point la réaction du public impacte ta performance? Le public voit pas la vidéo. C'est comme l'éclairage, les gens vont jamais capoter, vont jamais faire wow ou rarement faire wow sur l'éclairage. La vidéo, c'est la même chose. Les gens réagissent aux bandes.
Fait que la vidéo, on réagit aux bandes. Mais c'est sûr que pour les nuits psychédéliques, tu sais, ce que je fais, c'est quand même imposant. Puis tu sais, il y a du monde qui vient de me le dire un peu, là. Mais c'est quand je fais des paires vidéo d'un DJ set, le monde vient de me demander des tunes. Pour eux autres, la vidéo, ça se fait tout seul. Mais est-ce que ça te permet une certaine liberté? Parce que t'es comme, justement, caché par le band. Fait que tu peux... Oui, moi, c'est carte blanche absolue, là, une performance. Là, tu sais, des fois, je fais des trucs, je fais pas de corpo, j'ai déjà fait des trucs plus corpo un peu, que là, je présente mon concept à un client, mais rendu le soir du show, je fais ce que je veux, il n'y a pas de... Oui, c'est la liberté totale, Mike. Wow! Le rêve! Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu essaies de véhiculer avec tes œuvres? Y a-t-il une manière que tu essaies d'atteindre le public ou toi, c'est très à l'interprétation? Y a-tu... En VJing, non, là, c'est vraiment du wow et du fun, là. Mais sinon, mes œuvres, si je peux vous parler de ma dernière œuvre. Oui. Qui est présentement exposée au Moulin de la Chevretière à Deschambault dans le cadre de la Biennale du lin de Portneuf. Donc, c'est une œuvre visuelle numérique, là, dans le fond. J'ai fait de l'art numérique avec du lin. Oui, j'ai fait de l'art numérique avec du lin. Bref, c'est eux qui m'ont appelé, là, parce que depuis que je suis installé à Saint-Casimir, c'est ça, vu que je suis installé à Saint-Casimir, la Biennale cherchait un artiste local, puis quelqu'un qui a parlé de moi, fait qu'ils m'ont appelé. Puis je me suis renseigné un peu sur le lin, sur d'où ça venait, sur pourquoi il n'y en avait plus vraiment. Puis la raison numéro 1, pourquoi il n'y en a plus, c'est à cause du coton. Que quand le coton est arrivé, le lin coûtait trop cher par rapport au coton. Fait que le coton a carrément pris la place du lin là, dans les industries. Puis c'est en même temps que la révolution industrielle là, dans le textile. Puis l'espèce de proto-révolution industrielle dans le textile, ce qui l'a amené, c'est la machine qu'on appelle le métier jacquard. Ça, le métier jacquard, ça a été inventé au début du 19e siècle. Puis ça permettait de tisser des motifs super complexes avec juste une personne, parce que c'était des cartes perforées avec un système là, avec des cartes perforées qui permettaient de faire ton pattern au lieu d'être une deuxième personne qui avait une liste de trucs à faire puis qui changeait les trucs manuellement. Donc, le métier jacquard, où ça m'a vraiment accroché, qu'on pourrait dire, c'est que c'est considéré comme une des premières machines numériques, si c'est pas la première machine numérique à être commercialisée. Parce qu'ils utilisaient des cartes perforées, les ordinateurs ont utilisé des cartes perforées comme code pendant longtemps. C'est un système binaire, trou ou pas de trou, donc 1 ou 2, 0 ou 1. Fait qu'à partir de là, j'ai voulu faire un parallèle avec aujourd'hui. Fait que j'ai fait un peu un parallèle, j'ai fait un parallèle avec la vidéo sur Internet. Parce que c'est une révolution aussi. Ça fait pas si longtemps que ça là, qu'on a des millions, des milliards et des billions d'heures de vidéos sur Internet qu'on peut accéder quand on veut. On est encore en train d'en faire. Il y a du contenu tout le temps, chaque jour. C'est comme faramineux. Puis cette idée-là de vouloir imager cette invisibilité numérique-là, c'est ce que j'ai commencé à développer là, sur un projet C'est ça que je veux imager de façon sculpturale, grâce aux arts visuels, grâce au métier d'art, comment imager cette invisibilité-là de l'infinité du numérique. Donc, ce que j'ai fait concrètement, j'ai créé une vidéo génératif là, avec le logiciel que je vous parlais tantôt de 2 secondes, que j'ai imprimé image par image au métier jacquard. Fait que j'ai 60 petits morceaux de tissu de 16 pouces par 9 pouces qui représentent cette vidéo-là. Puis j'ai une TV, là, j'ai 3 TV qui font le tour parce que c'est sur une table ronde, qui montre cette vidéo-là en boucle, cette boucle vidéo-là. Mais ce n'est pas tout. Parce que de juste imprimer les images telles quelles, ça aurait été d'imprimer les images telles quelles, mais la machine, c'est pas comme ça qu'elle les voit. Parce que pour pouvoir avoir autant de vidéos sur Internet,
il faut les rapetisser grâce à ce qu'on appelle des codecs. Ça prenne moins de place pour qu'ils puissent en avoir vraiment beaucoup. Fait que ce que j'ai imprimé, c'est j'ai tenté d'imprimer le codec, donc ce que la machine voit et non ce que l'humain voit. Est-ce que vous voulez que je vous explique plus loin? Oui. Donc, comment ça marche le codec H264? C'est que tu as des images clés. Ouais. Et toutes les images après l'image clé se réfèrent à cette image clé pour pouvoir être décodées. Donc, ça fait que les images qui suivent cette image clé-là, le seul truc qui est encodé et qui est emmagasiné en mémoire, c'est la différence. Ouais. Fait que dans mon œuvre qui a 60 images, j'ai mis une image clé aux 10 images. Donc, tu as une image clé qui est pied pleine, puis les 9 images d'après, c'est juste la différence de l'image à la première. Ouais. Fait que ça fait un tissage qui le premier tissage, il est plein, le deuxième, il est presque blanc, le troisième, il y en a un peu moins blanc, quatrième, un peu moins blanc, un peu moins blanc, un peu moins blanc. Normalement, ça serait du noir, là, mais là, j'ai mis du blanc à cause que du lin, c'est blanc. OK! Fait que mettons, là... C'est ça. Fait qu'il y a plusieurs couches comme ça, puis c'est vraiment une réflexion là, autant sur montrer si 2 secondes prend tout cet espace-là, tu sais, imprimer en images comme ça toutes les vidéos du monde, ben Chris, il y en aurait jusqu'à Uranus, là. Fait que, ouais, puis là, c'est ça, t'as dit c'est juste 2 secondes de vidéo. Là. C'est une table de 6 par 6, là. Vous pouvez aller la voir, là, dans le sous-sol du moulin de la Chevretière. OK. Aïe, c'est intense parce que là, c'est ça, comme tu dis, on en crée tout le temps. Là, on va en faire une autre vidéo là qui va durer 1 heure. Fait que c'est. Cette œuvre-là, ça vient chercher mes recherches d'avant, plus en texture vidéo à travers la vidéo, mélanger une recherche plus conceptuelle, plus pourquoi je fais ça, ça donne ça pour ma dernière œuvre. Là, c'est plus installatif. Oui, ça, c'est ce que j'appelle de l'art visuel. Okay. C'est ce qu'on appelle de l'art visuel. Parce que tu disais qu'il y avait des télés toutes qui continuaient, fait que je me disais qu'il y avait comme... C'est une certaine installation, là, c'est pas juste... mais en même temps, effectivement, avec le lin. C'est de l'installation en art visuel. Là. On peut appeler ça une sculpture, on peut appeler ça ce qu'on veut, là, mais c'est fondement dans une démarche là, d'art numérique. OK. Puis quand tu dis que tu faisais aussi de la sculpture, est-ce que cette sculpture-là est un peu comme numérique aussi ou tu vas vraiment avec de l'argile? Non, c'est une table avec des morceaux de tissu puis des tiges de métal. Okay. Puis, c'est ça, c'est pas moi qui les ai faites. Je suis pas sculpteur. J'ai fait une sculpture, mais j'ai engagé une ébéniste pour faire la table. Puis le tissage, pas un tisseur de métier jacquard non plus. Là. J'ai engagé quelqu'un là, pour tisser mes images. Mais c'est moi qui ai fait le dessin, c'est moi qui ai fait le concept, c'est moi qui ai allé chercher les sous, puis bref. C'est intéressant parce que c'est vraiment une réflexion. Puis, mais tu sais, peut-être aussi que je fais un lien là, qui n'existe pas, mais tu sais, quand tu travaillais, mettons, beaucoup le glitch vidéo, puis comme là, tu travailles. Il y a quelque chose d'utiliser le média pour un peu parler de lui-même, quelque part. Tu parles du média dans la manière que tu l'utilises, parce qu'on voit que c'est des glitches, mais tu le poétises, mais on remarque le média. Tu sais, on peut pas l'oublier. Je sais pas si ça fait vraiment partie de ta démarche ou si c'est juste un add-on. Oui, non. C'est toute l'idée là, de travailler autant de travailler la technologie qu'en matière plastique, dans le fond. Ouais. Que venant du milieu, tu sais, moi j'ai étudié en audiovisuel au début des années 2000 à Limoilou. Et au début des années 2000 à Limoilou, c'était encore le vieux programme des années 80. Fait que moi, quand j'ai étudié en audiovisuel, j'ai appris à souder, j'ai appris à réparer des TV à tubes, puis j'ai appris à réparer des VHS, des lecteurs VHS professionnels. J'ai appris à programmer des microcontrôleurs, j'ai appris plein de trucs qu'aujourd'hui, ils montrent plus ça à l'école. Là. Aujourd'hui, une machine prise, parce que avant, dans le temps que tout était analogue, ils formaient des réparateurs. Depuis que tout est numérique, ils forment des opérateurs maintenant parce que là, c'est rendu tout des ordis. Fait que quand les machines brisent, il faut que tu les renvoies à la compagnie. Là. C'est juste ceux qui ont les trucs spécialisés pour les réparer la plupart du temps. Surtout les machines professionnelles là, qu'il y a dans les studios de TV ou dans les shows. Où ça prend quelqu'un de formé, spécialisé, tu sais, comme chez Solotech, il y a des réparateurs Yamaha, il y a des réparateurs, tu sais, chaque compagnie
donne ses formations là, pour différents réparateurs. Fait que c'est plus enseigné à l'école. Là. À l'école, ils forment à ce temps des opérateurs. Mais le fait d'avoir fait ce vieux cours-là, ben, ça a beaucoup influencé ma démarche. Tu sais, c'est pour ça que je fais du glitch. C'est pour ça que j'ai toute je pointe là, puis mon studio est par là. Ici en haut, je pourrais vous amener tantôt si vous voulez. Ouais, oui, ça serait cool. Moi, j'aimerais ça. Puis, je vous amène là. Ben, ça. Ouais, mais non, une petite visite guidée, là, parce que Louis Bob, le connaissant, il y a quand même beaucoup de machines qui a ramassé. Fait que mon studio se divise en 4 parties. Donc, la partie que je parlais, c'est celle-ci. Donc, mes vieilles machines analogues là, avec lesquelles je traite le signal vidéo. Donc, ça, c'est un vieux mixeur. Lui, c'est le plus crap de la gang. Là. Il fait vraiment des belles affaires. Après, ça me permet d'envoyer la sortie de mon ordi dans tout ça. Je peux mettre des caméras. J'ai une caméra VHS ici. Un émetteur VHS. Ça, c'est pour faire mes previews. Là. J'ai tous mes signaux là-dedans. Puis je peux les previewer sur l'écran en haut. Switcher. Ça, c'est des générateurs de color bar, de damier, de plein d'affaires. Ici, j'ai des vieux mixeurs des années 80 pour m'amuser. Ici, c'est ma grosse tour. Mon ordi. Parce que je fais ça aussi, là, je mélange les époques, je mélange les médiums. Ouais, c'est ça, je me demandais pourquoi tu gardes ces trucs, ces vieilles machines-là. Qu'est-ce que t'apportes? Ben, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect esthétique, j'aime l'esthétique. Il y a l'aspect, comme je disais, ce qui m'amenait en haut là, d'utiliser la technologie comme médium plastique. Donc, tu sais, c'est que tu touches à des boutons, ça fait des trucs, ça a des fonctions. C'est tout le traitement de signal là, que c'est des trucs que tu peux pas faire vraiment avec un ordi ou que ce serait vraiment long pour rien. Ensuite, ici, on tombe plus dans l'aspect musique-son. Donc ici, mon mixeur, ma petite console d'éclairage aussi. Je peux gérer l'éclairage dans mon studio. Ici, c'est mon ampli de Git. Ouais, c'est ça, c'est mon ampli de Git. Ici, c'est la station plus synthé. J'ai mon Ableton Live là-dessus avec mes contrôleurs. Ensuite, là, on tombe sur mes guitares, mes pedalboards, là, que j'en ai un shitload là, quand je fais de la musique, quand je fais plein d'affaires. Ensuite, si on vient ici, c'est mon atelier d'électronique. Ouais. Donc, c'est ici que je fais mes conceptions plus interactives. Donc, là, je suis en train de travailler sur le graffiti numérique. C'est des nouvelles consoles de graffiti numérique là, qui sont ici. Peux-tu nous parler un peu? J'ai fini avant hier. C'est quoi exactement le graffiti numérique rapidement pour les gens? Ouais, ben, je vais finir de faire le tour pour pas nous parler. Là, c'est pas rapide. Puis mes canettes sont en bas, je vais pas vous les montrer. Puis ici, ben, je suis en train de monter un Fab Lab. Donc, j'ai une imprimante 3D, je viens de recevoir une découpeuse laser là, que j'ai pas déballé encore. Fait que là, c'est le nouveau coin qui est en train de naître, là, le Fab Lab. Là. J'ai une CNC dans le garage, puis j'ai une thermoformeuse aussi là, à installer. Fait que ça, c'est mon petit studio. Un pas pire studio, je trouve. Ici, on a des œuvres d'Edmé Étienne, hein, qui m'accompagnent toujours. Un de mes grands amis poètes, qui m'accompagne tous les jours dans mes marches. C'est ça. Puis le graffiti numérique, il y a un gros projet qui s'en vient dont j'ai pas le droit de parler à cause des règlements de la COVID. Fait que vous verrez bien. Les nouvelles canettes sont ici. Donc voilà, donc imprimant 3D, la partie du haut, partie du bas, c'est imprimant 3D. En dedans, ben je l'ai mis transparent parce que je pense que le monde aime ça, voir comment c'est fait, comment ça fonctionne. Ben chaque canette est associée à une caméra. Puis il y a une petite lumière ici au bout de la canette. La caméra capte. Fait que ça fait que quand je bouge dans l'espace en pointant la caméra, ben je peux dessiner sur un mur super loin. L'idée là-dedans, c'est de pouvoir faire du mapping vidéo, de pouvoir dessiner du mapping vidéo finalement. Mais que l'outil, au lieu d'être une tablette, ça se fait beaucoup avec des tablettes ou avec Photoshop direct ou whatever, mais moi je voulais vraiment que ce soit une canette dans tes mains. Parce qu'avec quoi on dessine sur des murs, les enfants?
Avec des canettes. Des crayons Crayola, si je me fie à ma fille aussi. Mais Mais c'est vrai que les canettes, c'est ouais. Surtout Ouais, que. c'est plus les adolescents que les enfants. Oui, mais des professionnels aussi, là. On s'entend que. Ouais, puis eux autres aussi. Ouais, eux autres aussi, là, qui peuvent faire des belles affaires. Ah, c'est fucked up, là, tout ce qu'il y a. Fait que là, c'est ça, là, il va en avoir cet été, là, mais j'ai pas le droit de dire où, ni quand, ni plus que ça, mais il va en avoir cet été pas mal. Ah, on va pas mal. On risque de le remarquer à Québec ou Ben oui, on risque de on va dire quelle ville? Non, je peux pas dire quelle ville. C'est bon. Je suis curieux, on pourrait peut-être passer un petit peu, parce que le temps file, ta dernière œuvre, l'œuvre dont tu nous parlais en décembre, en fait, dans tes derniers travaux, les fleurs du coma, tu l'as parlé un petit peu tantôt, là, mais ça sera l'occasion aussi de parler tu sais, puis t'en parles un petit peu aussi sur ton site, là, mais le collage médiatique, mais aussi la question de l'homme-orchestre multidisciplinaire. Ça, c'est un peu... je l'ai abordé un peu tantôt là, quand on parlait plus de dramaturgie et d'histoire. C'est l'idée, c'est ça, là, c'est l'idée d'essayer de monter un show solo avec tous les médias que je connais. Sans régisseur, sans cue, sans rien, tu sais, avec des cues, mais c'est moi qui ai fait, là. Mais c'est l'idée d'être seul au centre d'une scène avec toutes les machines ou pas, là, voir une sélection de machines que vous avez vues en haut là, que j'utilise, voir comment on peut orchestrer ça seul, être un peu, c'est ça, de là l'idée d'homme orchestre, puis comment on peut maîtriser ça, parce que c'est bien beau savoir comment ça marche, mais comment on fait pour en performance live, savoir dans ces 400 boutons-là, si je les regarde, si je lis c'est quoi qui est écrit dessus, je sais ce qu'il fait. Mais de le savoir instinctivement, sans avoir besoin de peser dessus. Les MC puis les DJ là, avec le table, qu'à ce moment donné, ils regardent plus rien, puis ils sont capables de trouver le sample de la tune qu'ils veulent, du coin de l'œil, là. C'est comment arriver à ce niveau-là de contrôle numérique avec la musique, la vidéo, l'éclairage, la performance, puis tout ça intégré. Puis tout ça intégré beaucoup nécessairement avec le numérique, parce que oui, j'ai beaucoup de machines analogues, mais sont toutes contrôlées numériquement. Elles sont toutes pluggées. Le protocole, il s'appelle le RS-232, là, le protocole pour contrôler ces machines-là là, depuis 1972. Là. Fait que ça, c'est un protocole que j'utilise beaucoup pour contrôler numériquement des machines analogues. Fait que tout est contrôlable. Avec une pédale, je peux peser sur un bouton puis que ça fasse partir 20 affaires en même temps. Mais c'est comment, là où j'essaie d'avoir des sous, c'est pour deux choses. Une, développer cette virtuosité-là, technique, là, plus manuel, plus moteur finalement. Et l'autre, c'est d'aller chercher des sous pour développer plus l'aspect dramatique, dramaturgique, l'aspect pourquoi je fais ça, je parle de quoi, comment. Puis tu sais, je veux aller vraiment plus vers une esthétique science-fiction, une réflexion là, philosophique là, inspirée de la science-fiction là, parce que c'est ça que je trouve cool. Cool. On va me voir un petit extrait de. Il dure 1 heure, fait qu'on va avancer des petits bouts. Si tu me dis ce bout-là, il est le fun à voir, gêne-toi pas. Ouais. C'est juste en parler pendant. Mais vous irez voir les fleurs du coma. J'en ai écouté. L'idée des fleurs du coma, en fait, vous avez vu la grosseur de mon studio. Ouais. Fait que d'avoir une gig qui me permet de tout sortir ça, ça va arriver peut-être un jour, mais je veux dire, faut que j'aille quand même, tu sais, faut que j'engage 2 techs pour vider ça une journée, faut que j'engage 2 techs pour leur monter une autre journée, là, fait que ça prend quand même des gros budgets. Fait que ça fait longtemps que que je voulais présenter des shows en ligne, en direct de mon studio, où ce que j'ai tout de branché, puis que je peux vraiment expérimenter de ce que je parlais plus tôt, d'avoir tout en même temps. Puis ben là est arrivée une pandémie, puis de l'argent pour faire des affaires de même, fait que ça ça m'a permis de faire les fleurs du coma, là, qui est une première expérimentation. Fait que tout ce que vous voyez dans le show,
C'est live, c'est traité live. La vidéo, c'est de la vidéo générative, à réagir au son. La musique, je la joue live. L'éclairage, j'ai mes cues, j'ai ma console à côté de moi, je la gère live. Comme j'expliquais plus tôt, c'est moi qui récite là, pour la première fois. Là. Hein. Je suis pas aussi bon que Thomas, là, mais... Quoi? Puis quand tu dis... Un jour. Ben, je l'ai pas fait dans un cadre de chef d'orchestre multi, là, tout en même temps, ça c'est pas la même affaire. C'est l'idée, c'est ça, fait que c'est cette idée-là, là, tu sais, comment je l'ai travaillé, ce show-là. Tu sais, souvent, quand je fais des shows avec de la musique, je commence avec la musique. Je sors ma guitare sèche, là, comme n'importe quel musicien, là. Je sors ma guitare sèche, je m'écrase dans le salon, puis je sors des riffs. Puis je compose des tunes, puis une fois qu'ils sont à la guitare sèche, ben là, je monte en haut, je commence à mettre des effets dessus. Ensuite, quand j'ai des belles ambiances sonores puis que ça marche bien, ben là, je mets des textures vidéo par-dessus. Une fois que j'ai des textures vidéo par-dessus, ben là, j'ai fini avec l'éclairage. Puis tu sais, de couche en couche, chaque couche peut interagir sur la couche d'avant puis m'amène ailleurs en musique. Puis comme la vidéo, vu que j'ai l'éclairage, vu que j'ai des caméras live, ben, dépendamment des cues d'éclairage, ça me fait modifier un peu la vidéo, là, puis tout interagit ensemble comme ça. Puis c'est ça que je trouve intéressant à développer, c'est que ça te permet de faire une œuvre qui est vraiment cohérente dans l'aspect médiatique. C'est pour ça que là, vu que cette partie-là, je commence à bien la maîtriser, ben je voudrais rajouter la partie dramaturgique à tout ça, là, que j'ai un petit peu effleuré avec la poésie dans ce show-là, là, mais rien de très poussé encore. Pour être sûr de bien comprendre, toi, dans le fond, est-ce que c'était tout... Parce que je me souviens quand tu l'as diffusé sur les réseaux, est-ce que c'était tout live ou tu as fait du montage par après? Non, la vidéo là, c'est live. Là. Fait que le montage est live, dans le fond. Oui, tout est live, là, 100% live. OK. Oui, il n'y a pas de montage, là, c'est 100%. Je pourrais te faire ce truc-là sur une scène. Fait que maintenant, pour les Fleurs du Coma, quand tu l'as enregistré, est-ce qu'il y a des répétitions à ça ou c'est tout le temps? Ben oui. Je veux dire, tu vas le faire, quand tu dis que tu pourrais le refaire sur scène, c'est-tu identique ou c'est... Ben, c'est des compos, là. Ouais. Ben, il y a des petites variantes, là, mais c'est des compositions pratiquées, là, oui. Tabarnouche, ok. C'est comme la vidéo étant générative, elle est jamais pareille d'une fois à l'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, l'audio, les riffs, c'est assez composé. Dès que je tombe plus texture, noise, ça c'est différent d'une fois à l'autre aussi. Tu disais que ta vidéo générative était influencée par le son, fait que comme c'est les mêmes riffs, ça va tout le temps varier un peu dans le même sens? Oui. Ok. Oui, ça reste que l'esthétique est tout le temps la même parce que c'est une esthétique que je cherche. Puis, Fait que là, toi, mettons, tu fais ton riff. C'est ça, tu composes juste avec la musique, mais tu sais pas nécessairement ce que ton vidéo générative va créer avec ça. Oui, ben oui, parce que c'est moi qui décide quels paramètres je mets à quels paramètres. Tu sais, comme là, on voit des points qui tournent du bleu au jaune puis qui grossissent. Je me rappelle plus c'est quoi exactement, là, mais tu sais, chacun de mes instruments est un paramètre différent. Fait que, mettons, le Glockenspiel, c'est lui qui faisait grossir. La guette, c'est lui qui fait transformer du jaune vers le bleu. Puis à un moment donné, j'embarque la bass, puis je pense que j'avais assigné la bass à un autre effet, mettons. Ça fait qu'à mesure que la toune avance, ben la vidéo, elle se transforme parce que c'est différents paramètres qui sont associés à différents instruments que je joue. Voilà. Fait que toi, dans le fond, pendant que tu fais tout ça, mais toi, tu le vois, le rendu final, tu vois ce que tu altères, ou tu le vois oui, ben oui, je le vois, oui, j'ai des moniteurs. Là, il était pas installé, là, mais normalement, puis dans la vidéo, on le voit, là, il y a 8 TV autour de mon studio. Là, c'est les 8 TV des manipulatons que j'ai installé autour de mon studio pour commencer à réfléchir et à travailler de la vidéo immersive. Fait que c'est comment improviser puis gérer live la vidéo immersive aussi, là. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est l'idée d'être tout seul, pas de régisseur lumière, pas de régisseur sonore, pas de régisseur vidéo, puis que ça vienne juste de moi tout seul au centre.
Seule autre personne externe, c'est un soundman, parce que s'il n'y a pas de soundman, tu peux tuer du monde, là. Le monde peut se mettre à saigner des oreilles et mourir. Ouais. Fait qu'il faut toujours un soundman. Mais il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé, tu sais, c'est de te voir puis pour les gens qui l'écoutent seulement le podcast, mais c'est de te voir dans ton studio, en fait, t'as l'air d'un artisan dans son atelier avec toutes ses machines, mais qui crée en même temps, puis en même temps qu'il est la source, il est aussi la fin. Tu sais, il y a quelque chose de... Tu gères le rendu en même temps que tu le crées, puis t'es au milieu de tout, puis il y a cette espèce de solitude-là, mais entouré de... Je trouve ça, en tout cas, c'est pas pour licher, là, j'ai vraiment aimé. Je trouvais ça super intéressant, en fait, cette proposition-là, surtout en ligne, parce qu'il y a eu beaucoup de shows en ligne, tu sais, mais celle-là, je trouvais qu'elle était tellement appropriée, parce que, tu sais, je sais, pendant la COVID, j'étais sur mon divan, je pense, quand je l'écoutais pour ça, et j'étais comme tout seul, puis je me disais, mais c'est tellement ça, tu sais, tellement de la scène. Ben oui, merci. C'était un peu ça l'idée, de faire un show fait pour être diffusé en ligne. Tu sais, je dis que je pourrais le faire sur un stage, ça, mais ce serait pas pareil. Ouais, c'est ça. Les faits, tu sais, ce qu'on voit, c'est à travers la fenêtre de mes caméras. Tu sais, je pense que j'avais 4 ou 5 caméras de branchées là, pour cette performance-là. Que je changeais justement là, avec ce que je disais tantôt. Là, j'avais des pédales pluguées sur le switcher, puis je pouvais switcher de caméra. Mais c'était vraiment ça l'idée, là, de créer un show fait pour être diffusé en ligne et non de me filmer en train de jouer de la guitare dans mon studio. Est-ce que, comme tu deviens homme orchestre, est-ce que ça influence ta musique? Parce que tu commences par la musique, fine, sauf que tu sais un peu que ta vidéo générative, comme tu dis, parce que de la bass est associée à telle affaire, donc est-ce que ça influence un peu tes riffs dans un sens? Ben, un peu, mais j'ai quand même un style... tu sais, moi, j'ai rarement appris des tunes ou, tu sais, joué du Metallica puis du Bad Religion au début, là, mais je suis vite tombé sur la composition. Okay. Fait que ça fait... tu sais, depuis que j'ai 16-17 ans, là, que je fais juste de la compo. Fait que j'ai quand même, tu sais, dans toutes ces années-là, j'ai quand même développé un style qu'on reconnaît très bien dans les fleurs du coma ou que tu vas voir n'importe quelle de mes vidéos à la lueur de l'ombre ou whatever. Tu sais, j'ai un style qui se reconnaît, là, qui est une espèce de post-rock noise là, un peu planant. Puis, reste, c'est vraiment comme ça que je compose. Est-ce que quand je fais la vidéo, ben, comme je disais tantôt, ça peut arriver qu'une ambiance m'amène ailleurs dans la musique, mais tu sais, je n'ai pas fait assez encore là, pour dire vraiment. Parce que ça serait un exercice le fun à faire, là, m'amener, là, créer la vidéo avant, partir de la poésie, faire la musique. Tu sais, comme là, avec Geneviève Douang, on est supposé commencer un nouveau de ses projets. Ça serait ma première conception sonore pour un projet de danse. Fait que c'est voir comment justement mon style, que je peux pas vraiment moi me sortir de ce style-là parce que je suis pas un musicien formé au jazz puis au pop puis à pas de faire. Je suis un musicien qui fait ce qu'il fait, point. Fait que c'est comment je vais pouvoir appliquer comment je joue à un autre show. Ça va être super intéressant là, à essayer. Justement, écoute, mais vous irez voir ça, les fleurs du mois. C'est disponible sur ton site, sur YouTube aussi, je pense. En tout cas, je l'ai mis sur YouTube. Ok, bon, super. C'est à ne pas manquer. Écoute, le temps, c'est super. Moi, j'ai une dernière question. Oui, vas-y. Avec tous les appareils analogues, là, tout ça que j'ai vu là, dans ton studio, toi, là, les ventes de garage, c'est comme un endroit trippant? Non, j'en ai assez. Là, ok, ça l'a en déjà fait, été. il y a une grosse partie qu'il y a là, que c'était une espèce d'encan Internet de la ville. Là. C'est la Ville de Québec, souvent, tu sais, moi, je suis abonné à ça, là. La Ville de Québec envoie des emails là, quand ils ont des shit à vendre à l'encan virtuel. C'est un gros lot que j'ai gagné là, genre les 4 lecteurs VHS, les 3 mixeurs, les gros racks, c'était dans ce lot-là, pour le câblage, là. Fait que je suis équipé pour... tu sais, j'ai pas vraiment besoin de machine analogue de plus, là. Ça va pas créer comme d'autres effets? Non, là, je suis pas mal saturé de machines analogues, là, c'est bon.
Il y a tout ce qui est, où là où c'est inépuisable, c'est dans une démarche comme la mienne, c'est les pédales de Git. OK. Ça, je n'aurais jamais trop, mais les machines, ben, c'est petit aussi, ça prend pas de place. Oui, hein? OK, alors on va maintenant y aller. Les guitares, t'en as jamais trop. Ouais, ça, les musiciens, non, c'est ce que j'ai compris. le problème. Mais OK, ben oui, écoute, on va aller au défi. Oui. Parce que le temps file, puis c'est vraiment hyper intéressant. Puis, mais là, le défi, comme tu le sais, mais pour les gens qui nous écoutent, qui le sauraient peut-être pas, dans le fond, l'idée, c'est qu'à partir du bagage que tu as là, on va te proposer une nouvelle discipline, comme si du jour au lendemain, tu changeais complètement de discipline. Fait que, puis on va s'amuser à le construire avec toi, fait qu'on peut niaiser. C'est pas de stress. Fait que, mettons, toi, le Robert Bouchard, du jour au lendemain, tu décidais de te lancer dans une carrière d'humoriste. OK. Comment est-ce que tu aborderais ça à partir de tout ce que tu as comme artiste, comme bagage? J'engagerais quelqu'un pour écrire mes jokes en premier. Okay. Oui, j'engagerais ce qu'il appelle un script, je pense, dans la vie. J'engagerais probablement le script de Peter McLeod. Oh, Ouais. OK. On a déjà sa crowd. On voit déjà le genre. Non, être humoriste, je sais pas. Là, ce serait d'essayer d'être un humoriste. Écoute, c'est vraiment pas... ben là, aidez-moi à le construire. Là, Ben, à la base... Essayez d'aider à le construire. Mais pas. là, avec ton œuvre de lin et de coton, on a vu que tu étais un peu politisé. Là. Tu voulais remettre le lin de haut. Politisé, ouais, non, c'est pas tant politique comme œuvre. Est-ce que tu vas être visuel? Oui, je pourrais faire des jokes vidéo. J'ai déjà fait des jokes vidéo. Ah ouais? Ouais, j'avais fait de l'impro à un moment donné avec un vrai match d'impro de théâtre. Là. Ouais? Il m'avait invité à faire de l'impro vidéo, puis je me semble que j'avais réussi à faire des jokes vidéo, mais c'était assez flou, c'est vraiment longtemps. OK. Mais oui, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire sans parole, dans une démarche justement plus visuelle, plus de BD animé peut-être, là, des jokes de BD, mais ou des jokes hyper nichés qu'il y a juste les artistes vidéo qui comprennent. Ça pourrait être pas pire. Mais est-ce que l'humour, parce que c'est vrai, dans le fond, tu pourrais amener, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de mise en scène d'humour, des shows, fait qu'il n'y a rien qui t'empêcherait, surtout que c'est des gros budgets. Peut-être que tu pourrais développer le côté. Par exemple, il y a Marco Tempest, je pense son nom, qui est quand même connu internationalement, là, qui fait des shows. Lui, c'est des shows plus scientifiques un peu, là. Lui qui est bien vu sur YouTube, c'est sur Nikola Tesla. Puis lui, il utilise beaucoup la magie de la vidéo. Il fait bouger des affaires, il interagit avec des trucs, il y a comme un petit stage devant lui, un genre de castelet là, vidéo. Là. Il joue avec plein d'affaires là-dessus, puis il y a plein d'effets. Fait que tu sais, pourquoi est-ce qu'on pourrait appliquer ça à l'humour peut-être, faire des jokes augmenter avec la technologie? À l'argent qu'ils font, les humoristes, là, il y en a bien un qui pourrait essayer ça. Là, je sais pas. Vous savez que ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui fait un stand-up, mais qui est assisté par tous ces médias. Tu sais? Les jokes passent par les médias. Parce que c'est ça, mais on revient tout le temps à la même problématique. C'est les budgets là, pour travailler ça. On peut pas, tu sais, comme, tu sais, c'est un truc que je me rends compte tout le temps. Tu sais, les artistes hors vivants qui utilisent le numérique et la technologie, il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça coûte trop cher et c'est trop compliqué. Tu sais, moi, je peux en faire, je le fais moi-même, mais dès que j'ai un projet qu'il faut que j'engage un programmeur, ça coûte cher, s'il vous plaît, puis souvent, je laisse tomber, là. Tu sais, je m'arrange pour être capable de le faire moi-même. Je fais des trucs un peu moins compliqués, puis j'utilise là, mes propres outils. Là, mais il y a l'aspect aussi de la corde musicale aussi. Il y a beaucoup d'humoristes que des fois c'est des petites tunes qu'ils font. Il y en a un là, je m'en rappelle plus là. Il y a comme un pad de DJ puis il fait même des loops. Là. C'est François Pérusse son nom. Ah ben oui, ben c'est audio, c'est un peu ça aussi. C'est ça, mais toute l'idée, c'est parce que l'idée de l'audio, c'est pas aussi magique que la vidéo. Ouais.
Et quand on veut faire des effets, quand on veut faire, tu sais, comme là, je suis sur un gros projet avec Monsieur Lepage, puis on a beaucoup d'effets vidéo, on a une espèce de fan qui tourne, qui fait un globe en 3D, on a ce qu'on appelle un Paper's Ghost, là, qui a un gros écran transparent qui reflète une projection vidéo au plafond, puis que ça fait qu'il y a comme un fantôme de cette projection vidéo-là sur scène. On a des espèces de fenêtres transparentes, mais avec une pellicule transparente aussi, mais qui permet de pogner la vidéo, fait qu'on peut projeter des effets d'infini avec les décors. Fait que, tu sais, mais tu sais, ça prend les budgets de Monsieur Lepage pour faire ça. Puis même ça, tu sais, sont super serrés à chaque fois. Puis faut faire attention à ses idées, parce que si on faisait tout ce qu'il veut, la direction de prod, des fois, elle dit non, ça on peut pas. OK. Fait que s'il y avait le budget, tu serais humoriste visuel, quoi. Ouais, je serais humoriste. Comment faire de l'humour grâce aux outils là, d'interactivité, là, puis de projection, puis de mapping vidéo avec le script de Peter McLeod. J'aimerais ça. Moi, j'irais voir tes shows. Hey, ça serait malade, là. Tout ce que tu vois, c'est magnifique, parce que t'écoutes, t'es comme, c'est un peu raciste. Mais c'est beau! mais écoute, défi relevé. Merci de t'être porté au jeu. Écoute, on est pas mal rendu à la fin, mais y a-tu quelque chose que tu aimerais parler dont on n'a pas parlé, en fait? Avant, je sais pas, un projet ou une anecdote, peut-être? On a parlé de plein d'affaires de fun, là. Merci beaucoup, les gars. Ben, super. Et si, mettons, on s'intéresse à ton travail, les gens là, qui pourraient s'intéresser, est-ce qu'on peut te suivre? Quelque chose j'essaie de garder mon site web à jour, lrbouchard.ca. Mm-hmm. Sinon, ma compagnie, c'est interférence au pluriel.ca. Les deux, j'essaie de garder à jour là, ce qui s'en vient. Sinon, ben, Facebook, Instagram, là, comme that shit, là, comme tout le monde. All right. Ben, écoute, c'est pas mal ce qui fait le tour du podcast aujourd'hui. Quelque chose à rajouter, Mike? Non, pas du tout. Merci beaucoup de nous avoir montré ton studio aussi. On est rentré dans ton intimité, même si ça a été filmé pour Fleur de Coma, mais il y avait beaucoup de films. Ouais, je vous ai pas montré ma chambre. Ah! Bon. OK. Est-ce que tu as le temps encore un peu? Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vous ai montré 3 coins en haut. Le 4e coin, c'est ma chambre. Oh! Ouais, t'as bien fait ça. Oh, correct. Ouais, il a vraiment bien fait ça, mais je pense que je sais où. Parce qu'il y a un moment donné, t'as tourné vite, puis il y avait comme une petite porte. Ouais, voilà, c'est là. Ah, yes sir. C'est là que la magie s'opère. La magie s'opère. Ben écoute, c'est la fin du podcast. On te laisse le mot de la fin. Donc, le mot de la fin, on me l'a un peu imposé, là, mais c'est langue à langue, le podcast est terminé. C'est excellent. C'est excellent. Ah ben merci.